RBS 91.9. Vous écoutez Cité Culture et on va tout de suite donc commencer ce premier sujet et on est vraiment très heureux donc de démarrer cette nouvelle saison avec un livre qui je le crois nous a tous enthousiasmés en cette fin d'été. Il s'agit donc, je vous l'ai dit, de Billy Wilder et moi, publié aux éditions Gallimard, d'écrivain britannique Jonathan Coe que Nathalie vous présentera dans quelques instants. On est d'autant plus heureux d'ouvrir cette saison avec ce livre que ça nous offre l'occasion d'aborder une super œuvre littéraire et à la fois de se replonger dans l'œuvre d'un cinéaste génial, maître du cinéma hollywoodien. Pour rappel, on y reviendra, rassurez-vous, on doit à Billy Wilder certains lame shows avec Marilyn Monroe, Boulevard du Crépuscule, La Garçonnière, Irma la Douce ou encore Fedora, et c'est justement sur le tournage de Fedora que se passera une partie du livre. La force de ce récit, c'est que vous connaissiez le cinéaste ou non, vous ne pouvez que l'apprécier puisque l'auteur se place sous l'œil de Calista, la narratrice, qui replonge dans sa mémoire pour nous conter son admiration pour le cinéaste. Lorsqu'elle le rencontre au début du livre, c'est dans un restaurant, par hasard, par le biais d'une amie. Calista, c'est une adolescente qui n'a aucune idée de qui est Billy Wilder. Ça va permettre au lecteur le plus cinéphile de savourer des anecdotes sur le cinéma, comme au plus néophyte de s'identifier à l'adolescente et de se délecter au fur et à mesure des pages, de découvrir les coulisses de la production hollywoodienne des années 70, et également un personnage bouleversant, piquant, qui s'avère n'être autre que l'un des maîtres de l'histoire du cinéma. Donc, la lecture de ce livre nous imprègne vraiment dans l'ambiance des tournages de l'époque, entremêlés de séquences nostalgiques et émouvantes dans lesquelles Billy Wilder se confie sur son passé d'austro-hongrois exilé de l'Allemagne nazie en passant par la France, Angleterre, puis Hollywood. Donc on est très heureux de partager ça avec vous, de vous faire découvrir ça ce soir. Donc avant d'aborder Billy Wilder, le cinéaste, Nathalie, peut-être un petit mot sur Jonathan Coe qui a écrit ce livre. Oui, alors Jonathan Coe, il est né en 1961 à Birkenham. Ça commence mal, merci beaucoup. Et donc c'est un auteur britannique qui compte et qui nous livre avec Billy Wilder et moi vraiment une chronique d'un grand cinéma hollywoodien qui a disparu. Il a un don pour raconter les anecdotes, pour nous faire partager cette ambiance. C'est assez formidable. Et en fait, cet auteur, il est important depuis plusieurs années. Il a été d'abord reconnu à l'international pour son 4e ouvrage, Testament à l'anglaise, qui est une satire des années Thatcher. Et il va poursuivre dans cette veine avec le diptyque rassemblé sous le nom de Les Enfants de Longbridge, c'est Bienvenue au club et Le Cercle fermé. Et en fait, ce qui est assez fascinant dans ces deux romans, c'est la peinture d'une génération avec la dimension roman d'apprentissage que moi j'aime toujours beaucoup. Et puis la dimension politique sous-jacente, le monde vu à travers le prisme de jeunes lycéens, mais qui débouche sur une réflexion collective politique de Thatcher à Tony Blair, du choc pétrolier à la guerre d'Irak, des années lycée à l'âge adulte. Alors on peut aussi noter pour poser le personnage que il est docteur en littérature anglaise, qu'il a été dans 2 groupes de musique et qu'il est passionné de cinéma. Ça a une importance pour notre ouvrage. Et on lui doit d'ailleurs une biographie de Humphrey Bogart et une de James Stewart. Et cette fois-ci, c'est à l'icône du cinéma classique hollywoodien Billy Wilder qu'il invite le lecteur à partager anecdotes, souvenirs d'époque, etc. Alors Guylain, c'est vous qui m'aviez soumis l'idée de lire ce livre cet été pour en parler à la rentrée. Merci pour cette découverte. Ça a été vraiment avec enthousiasme que j'ai lu ce bouquin. Je vous en ai déjà parlé un petit peu au début. Et vous, c'est la même chose. Vous avez découvert avec plaisir Billy Wilder et moi. Ah oui, complètement. Moi, j'avais effectivement... je connaissais vaguement Jonathan Coe avant, parce que c'est effectivement un grand romancier, mais j'ai pas eu l'occasion de plonger réellement dans son œuvre. J'en avais entendu parler, notamment sa trilogie dont Nathalie a parlé à l'instant. Donc c'était des bouquins, dont j'ai entendu parler. Là, j'ai découvert réellement Jonathan Coe. Et en fait, j'ai surtout redécouvert Billy Wilder. Là où tu viens de le dire, Geoffrey, c'est tout à fait juste. Ce qui est passionnant dans ce bouquin, déjà, première chose, c'est que pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose à Billy Wilder, si vous avez vaguement entendu parler, si ce nom vous dit quelque chose, ça suffit en fait pour rentrer dans le livre. Bouquin facile à lire, très enlevé, très rythmé, très frais en fait. Alors on dirait un parfum un peu cheap là, mes adjectifs, mais il y a quelque chose de l'ordre de cette profondeur juvénile, de cette espèce de poésie à la fois un tout petit peu datée et en même temps extrêmement actuelle, qui ces contrastes là sont bien remarqués. Alors
Ce que je trouve fascinant, c'est que ce bouquin raconte finalement le parcours d'une jeune femme, donc Calista, une jeune grecque qui rencontre Billy Wilder alors qu'elle ne comprend strictement rien au cinéma. On est en 77, Billy Wilder tourne ce qui va rester comme, Nathalie, corrige-moi si je me trompe, son dernier film. Il y en a pas avant-dernier, pardon. Son avant-dernier film, Fedora. Et Calista, en 77, Calista, elle est typiquement la jeune fille moderne qui ne s'intéresse pas tellement au cinéma de papy, le cinéma d'avant que représente Billy Wilder, c'est-à-dire le cinéma des années 40, 50, 60, début 70. Les grands Billy Wilder sont déjà datés en 77. Et donc elle rencontre Billy Wilder au détour d'un voyage d'été, sac sur le dos, elle part, elle rencontre Billy Wilder par des rencontres un peu diverses et variées. Et en fait, on découvre une confrontation, un choc de génération entre cette jeune femme qui ne connaît pas grand-chose au cinéma et donc Billy Wilder, ce vieux maître à la fin de sa carrière. Il est désespéré qu'elle lui parle des Dents de la Mer, par exemple. Voilà. Ça donne lieu, et c'est là où le bouquin, je trouve très très puissant, c'est qu'en fait, je trouve que Jonathan Coe a réussi à récupérer une sorte de verve qui est typiquement celle de Billy Wilder. C'est un bouquin qui est truffé d'épisodes historiques, d'épisodes attestés sur la vie de Billy Wilder, et d'autres qui le reconstituent. Et on ne sait pas trop ce qui tient de l'invention et ce qui tient de la restitution. Alors tu dis par exemple, je cite un extrait à la radio, parce que c'est extrêmement drôle. Il faut savoir, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas bien Billy Wilder, c'est certainement la quintessence de l'humour juif. C'est vraiment un type qui a un humour formidable, en même temps très intello et en même temps à l'européenne. On est typiquement dans cet héritage de l'Europe qui est partie à Hollywood avant la montée du nazisme. Et donc Billy Wilder, il a cet humour juif qui est très intello, en même temps c'est drôle, c'est débridé, c'est vraiment, on a envie de boire une bière avec lui tellement c'est spirituel en même temps que c'est drôle. Et donc Billy Wilder raconte dans le bouquin comment est-ce qu'il a imaginé faire du fric, parce qu'il se rend compte qu'à 77, plus personne veut de ses pitchs, et il se dit, bon, il faut que je m'adapte, quoi, un petit peu. Enfin, il n'a pas envie de s'adapter, mais Hollywood change. Et donc, il raconte, Jonathan Coe, une anecdote invraisemblable de Billy Wilder qui propose à un producteur, quelque part un jeune producteur qui ne sait plus tellement qui est Billy Wilder, il lui propose un pitch d'adapter Les Dents de la Mer autrement pour faire du blé. Donc là, je vais parler Billy Wilder qui dit, vous voyez, vous avez toutes ces gondoles qui sillonnent le Grand Canal à Venise, tous les touristes japonais, et puis imaginez une centaine de requins qui remontent le canal et se mettent à les attaquer. J'ai soumis l'idée à un type de chez Universal pour la blague. Il a cru que j'étais sérieux, il a adoré. N'importe quel film que vous pouvez alors leur décrire en 3 mots, vous savez, ils adorent ces histoires toutes simples, et il a trouvé que Les Dents de la Mer à Venise, c'était parfait. Alors j'ai dit d'accord, très bien, je vous fais cadeau de l'idée, mais c'était pas moi qui ferai ce film, vous voyez. Et il répond, alors ça, là, le clou du spectacle, il dit au producteur d'Universal, je ne suis pas très à l'aise avec les poissons, vous voyez, regardez tous mes films et vous verrez qu'on n'y trouve aucun gros poisson, je suis plutôt le genre de réalisateur qui fait dans l'être humain. Alors ça c'est génial parce que tout est dit sur la personnalité de Billy Wilder, et alors j'ai pas envie de citer parce qu'il y aurait tellement de passages à citer. Le film est bourré, le bouquin est bourré d'anecdotes drôles, et alors il y en a une, moi personnellement elle m'a fait hurler de rire. Il rencontre Al Pacino, et ça donne lieu, il y a un dîner ubuesque en Autriche entre Al Pacino et Billy Wilder, et Billy Wilder en fait en a marre de voir le jeune Pacino, le jeune loup qui mange à l'américaine, donc il se fout de sa gueule parce que Pacino il mange des cheeseburgers, etc. Et il dit au serveur qui va servir Pacino, qui ne veut manger que des cheeseburgers et boire du coca, il dit au serveur, dans ce cas-là, dit Billy, vous pourriez également apporter du ketchup et de la mayo et enlever les couverts de monsieur Pacino pour qu'il puisse manger avec ses doigts, et peut-être même régler vos horloges sur l'heure d'été du Pacifique pour qu'il ait toujours l'impression d'être chez lui à Los Angeles. Alors qu'on est dans un immense resto formidable en Autriche, il se fout complètement de la gueule du jeune Pacino avec une bonhomie et un trait d'esprit que j'ai trouvé vraiment admirable. Le bouquin pour moi est vraiment un petit chef-d'œuvre. Oui, c'est ça, c'est drôle aussi, c'est savoureux à lire, même si on ne connaît pas bien ou même pas du tout Billy Wilder, ça donne même extrêmement envie d'aller voir les films, savoir sur ce qui est raconté, sur les coulisses, sur les personnages, certaines répliques aussi qui sont citées. Est-ce que c'est vrai? Ça donne envie d'en découvrir un peu plus sur les films, sur la vie de Billy Wilder. Donc vraiment, oui, c'est passionnant à lire. Nathalie? Oui, alors je disais que Jonathan Coe, c'est un gros cinéphile et qui a rédigé une biographie de Bogart et puis de James Stewart. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin du roman, il va sourcer un ensemble de citations prêtées à Billy Wilder et il va renvoyer aux ouvrages dans lesquels il les a trouvés. Parce qu'en fait, ces bons mots, ils sont tellement bons quand on les relit dans le cadre de cette intrigue très vivace qui nous plonge vraiment dans cet univers. On se dit, non mais c'est inventé, il n'a pas pu dire ça. Alors là, c'est, parce que je vais revenir là-dessus, c'est comique tragique, mais
le roman est aussi très très original parce que au milieu, vous avez 60 pages de scénario où Billy Wilder, face à mais les camps n'ont pas forcément existé. C'est un jeune Autrichien, qui met en doute le nombre de morts issus de l'Holocauste en disant certains chercheurs aujourd'hui mettent en doute la réalité des chambres à gaz telle qu'on le raconte. Ouais, et comme ça, Billy Wilder, il a une thèse révisionniste, alors que Billy Wilder, il a non seulement dû fuir. Donc, il est né dans l'Empire austro-hongrois, donc il a fui le nazisme en passant d'abord par Paris, puis à Hollywood, et il ne sait pas ce que sont devenus plein de membres de sa famille. Et donc, outré par la déclaration de ce révisionniste, de ce jeune Autrichien, on a une rupture totale dans le roman, et on a 60 pages de scénario sur précisément cette partie biographique de sa vie. Et alors là, est glissée une phrase, je sais même pas, voilà, il l'a dit, les pessimistes ont fini à Hollywood et les optimistes à Auschwitz. Donc là, on voit aussi tout le tragicomique, le mélange d'humour juif et de tragique lié à la biographie qui fait la marque de fabrique de Billy Wilder. Parce que Billy Wilder à Hollywood, c'est aussi un cinéaste qu'on a dit vulgaire, mais aussi amateur de bons mots, qui nous a donné du film noir comme Assurance sur la mort, des comédies comme Ariane ou La Garçonnière, ou alors Le Gouffre aux Chimères, ou encore Certains l'aiment chaud. Donc c'est vraiment un auteur fondamental du classicisme, et quand on le traitait de vulgaire, en fait, ce qu'on lui reprochait, c'était de dénoncer sans cesse les travers hypocrites de la société et de s'attaquer à tous les tabous. Alors que Hollywood classique, il y a de la censure, sauf qu'il jouait tout le temps avec les censeurs en étant tellement fin qu'il glissait entre les lignes, dans Certains l'aiment chaud, un éloge totalement banni par le code de censure de l'homosexualité, la transsexualité, etc. Donc on retrouve... Jonathan Coe est très fort dans arriver à faire revivre cette verve hollywoodienne de Billy Wilder, mais aussi de son acolyte et scénariste avec lequel il a fait tellement de magnifiques films. C'est I.L.A. Diamond, qui lui est un grand mélancolique, que Calista elle va être son assistante, donc elle va essayer de l'égayer, mais peine perdue. Et donc, toute cette verve, cette atmosphère, c'est à la fois les traits d'humour, les traits d'esprit typiques de Wilder qu'on retrouve dans les citations ou les scènes. C'est là où Coe est très fort, dans les scènes que vous avez citées. Et en même temps, c'est aussi un roman mélancolique sur la vieillesse. Le type Billy Wilder, en 78, là, quand sort Fedora, qui est un film mal aimé, détesté, qui parle lui-même d'une actrice vieillissante ne supportant pas le poids de l'âge, tout le monde s'en fiche. Ses derniers films sont des échecs. C'est logique, on est dans les années 70. Le nouvel Hollywood a déjà été au fait de sa gloire et même déjà en train de décliner. Et alors Wilder, il revient avec des films à l'ancienne. C'est pour ça qu'aussi on compare deux époques, deux générations. Et donc c'est aussi un chant du cygne d'un vieux grigou qui anachronique, dépassé dans le monde contemporain. Et c'est ça, à travers les films, dont on parle. Oui, c'est ça, donc tout ce que vous avez dit, ce qu'on a rappelé, ce qu'on voit, ce qui est retranscrit dans le bouquin, cet humour incisif aussi dont est capable ce personnage du livre, mais donc qui n'est d'autre que Billy Wilder. Et hormis ça, maintenant, pour parler un petit peu de Billy Wilder lui-même et des films, donc, ce qu'on a vu à travers le livre, c'est que Billy Wilder, c'est un grand maître de la comédie classique hollywoodienne, mais pas que. Et justement, le livre se construit en partie autour du tournage de Fedora. Oui, parce que du coup, il a une très longue carrière. Il y en a beaucoup des cinéastes classiques qui, dans les années 40, sont vraiment au fait de leur gloire dans un cinéma à l'ancienne qui, dans les années 70, au moment où il se lance dans Fedora, est passé de mode. Je veux dire, en même temps, aux États-Unis, il y a la guerre du Vietnam, l'assassinat de Kennedy dans les années 60, puis le scandale du Watergate. C'est un désir d'une nouvelle génération, de la contre-culture, d'un nouveau cinéma. Mais Wilder persiste et signe sur les grands schémas, types de répliques, humour qui avait fait sa gloire. Et donc en 77, Fedora, c'est là où c'est marrant, parce que le roman de Jonathan Coe, la vie de Wilder et son dernier film, Fedora, c'est toujours ce thème de l'approche de la mort, la vieillesse, des personnages anachroniques. Alors justement, qu'est-ce que ça raconte, Fedora ? Fedora, c'est l'une des grandes stars hollywoodiennes qui était connue pour une beauté absolument sublime, qui, ne supportant pas le déclin de sa jeunesse, de sa beauté, va s'exiler
à Corfou, va être cherché par un scénariste-producteur lui-même vieillissant, c'est William Holden, mais le visage marqué par l'alcool, par la vieillesse, qui voudrait organiser un comeback de Fedora. Et là, on comprend par deux séries de flashbacks qu'il y a un gros secret autour du personnage que personne n'a vu depuis des dizaines d'années. Je ne veux pas dévoiler le gros coup de théâtre et la révélation de ce secret, mais en gros, c'est une histoire de flétrissement, refus d'accepter l'âge, la vieillesse, c'est un pacte avec le diable pour garder toujours l'illusion de rester jeune, le thème du double et d'un transfert sur la génération d'après. Bref, c'est l'histoire d'une star déchue. Et peut-être que les amateurs de Billy Wilder se disent « Tiens, mais ce film, il l'a déjà fait. » Oui, ce film, il l'a déjà fait. C'est Boulevard du Crépuscule en 1950, où là, par contre, c'est un carton atomique. Par contre, il reprend ce thème 27 ans plus tard, toujours dans une forme du classicisme hollywoodien, et c'est un échec retentissant parce que l'air du temps a changé. Et le bouquin de Jonathan Coe, il raconte ça à travers la confrontation de Calista, de Wilder, de Diamond. Guylain, il y a un film en particulier de Billy Wilder que vous conseilleriez aux auditeurs ou que vous avez eu envie de revoir ou de redécouvrir grâce au livre Billy Wilder et moi? Oui, là je vais faire moi je suis pas un immense fan de tous les films de Billy Wilder, je l'ai toujours admis, Assurance sur la mort, qui est son grand film noir par exemple, personnellement ça me parle pas trop, j'adore le cinéma noir, enfin le film noir, mais celui-là, bon, mais il n'empêche qu'il y a deux choses. D'une part, dans la filmographie de Billy Wilder, pour ceux qui voudraient s'y plonger, il n'y a jamais de faute de goût. C'est déjà... Il n'y a pas de mauvais film chez Billy Wilder, ça n'existe pas en fait. J'en ai peut-être manqué 4-5, hein, peut-être. J'ai pas tout vu absolument, mais il n'y a pas de mauvais film. Et deuxième chose, moi je trouve que la quintessence de Billy Wilder, c'est Le Gouffre aux Chimères. Un film avec Kirk Douglas de 1951, qui est une charge extrêmement violente contre la télévision américaine et le pouvoir des médias, où en fait Wilder fout dans met en scène un Kirk Douglas un peu à contre-emploi, qui joue le rôle d'un vrai sale type, qui profite de l'accident, un accident survenu quelque part dans l'Amérique profonde. On a un type en fait qui est bloqué dans une sorte de trou, alors qu'il y avait pas des recherches de pétrole. Edmond Nathalie, c'est du pétrole, je crois qu'il est cherché, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il y a des fouilles qui sont faites, il y a un mec qui tombe dans le trou, le type est bloqué, et en fait, par le jeu de son blocage qui va durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, les médias vont venir s'intéresser à l'événement, donc on voit les télés arriver, les médias du coin, il y a carrément un mec qui vend des saucisses parce qu'il profite de l'événement pour faire son barbecue, et il se dit, formidable, j'ai des touristes, je vais faire tourner la boutique, quoi, en quelque sorte. Et ben, je trouve qu'en 51, par exemple, Billy Wilder, là, la charge, elle est extrêmement violente, elle est d'une dureté incroyable, elle tranche beaucoup avec l'humour qu'on lui trouve souvent dans des films comme La Garçonnière ou certains l'aiment chaud. C'est un film premier degré. Et moi je trouve souvent que quand Wilder il est dans le premier degré, quand il assassine, quand il tue, moralement, je veux dire, quand il s'attaque aux États-Unis, quand il s'attaque aux contradictions, à l'hypocrisie et tout, il ne prend pas de gants. Et c'est ça où je trouve que son cinéma est profond, et le bouquin le retranscrit par instant. Quand Billy Wilder ne prend pas de gants, il est quand même corrosif, il y a quelque chose il y a une distance critique qui fait réfléchir, on a même envie des fois de rire un peu jaune, mais en même temps il prend pas de gants sur la réalité qu'il démonte, et il a, je trouve, une peinture de la nature humaine dans Le Gouffre aux Chimères qui est merveilleuse. Et juste pour finir, pour faire le lien avec le bouquin, dernière chose, justement Nathalie tout à l'heure parlait d'une scène dans le livre, j'intime les auditeurs à la lire, une scène où quand il termine son dialogue avec ce jeune Autrichien qui lui dit « mais les camps de la mort n'ont pas vraiment existé », etc. Billy Wilder regarde ça avec beaucoup de distance, la distance typique du mec qui a de l'humour et qui essaye de le prendre à revers, et en fait il finit par dire à ce type « oui, je connais ces théories, les chambres à gaz n'ont pas existé », donc il lui répond, il rentre dans le dialogue avec ce type, et il finit en disant « ce qui m'amène à la question que j'allais vous poser ». À ce jeune donc qui prétend que ça n'a pas existé. Et c'est une question très simple, je dois dire. Et là, on s'attend, lecteur, à ce que la question très simple, c'est pas grand-chose. Et il dit, la question est la suivante que j'ai à vous poser. S'il n'y a pas eu d'Holocauste, dites-moi, où est ma mère ? Et en fait, on voit en une phrase, moi j'ai eu les poils qui se dressaient en lisant, c'est bouleversant, parce qu'il y a cette froideur de Billy Wilder qui en même temps prend le type un peu à rigolade, à lui raconter des histoires. Tout d'un coup, l'histoire s'arrête, le sérieux revient. On l'a pas forcément vu arriver, et avec ce sérieux en 2 lignes, il met tout le paradoxe en lumière. Et c'est ce talent qu'a Billy Wilder de mettre ces énormes paradoxes en lumière avec juste des petits plans, des petites scènes et des petits mots. Et je trouve que ça, Jonathan Coe le rappelle, c'est magistral, hein, vraiment. Donc
il faut voir toute l'œuvre de Billy Wilder, mais vraiment jetez-vous. Et en plus, le livre est facile à lire, ça se déguste avec franchement un martini ou je sais pas moi, un petit verre de vin blanc. En plus, ça passera crème, quoi. C'est vraiment superbe. Donc le talent de Billy Wilder sublimé par celui de Jonathan Coe, c'est le livre qu'on voulait partager avec vous ce soir. Donc Billy Wilder et moi, sorti aux éditions Gallimard.